Alors, bonjour monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette entrevue. Je commence par vous demander votre nom, s'il vous plaît. Mon nom de famille c'est Levang et mon prénom c'est Cho. Mais en vietnamien on prononce Cho. Très bien, merci. Et vous avez quel âge? Actuellement j'ai 81 ans. Ok. Vous êtes né où au Vietnam? Je suis né à Hue, c'est-à-dire l'ancienne capitale du Vietnam, mais je passe ma jeunesse et puis le reste de ma vie au Vietnam à Saigon. À Saigon. Oui. Très bien. Et puis, à un moment donné, vous avez vécu une expérience où il y a eu un changement au niveau politique et économique au Vietnam. Comment avez-vous vécu cette expérience-là? Mais j'ai quitté le Vietnam au dernier jour de la chute de Saigon. Okay. Donc j'ai quitté le 29 et puis le 30, l'armée du Nord était entrée à Saigon. Donc je n'ai pas vécu avec le régime communiste après le 30 avril 1975. J'ai quitté le 29 avril, juste au dernier jour. Okay. Voilà. Puis à ce moment-là, est-ce que vous aviez une famille? Oui, je suis marié. Quand j'ai quitté le Vietnam à cette date-là, j'ai un bébé de 3 mois. Okay. Donc on était 4 dans la famille, moi, ma femme et mon bébé, et puis une nièce de 15 ans. Donc, voilà. Okay. Elle était venue pour prêter main forte à ma femme parce qu'avec le petit, là, et puis quand on s'est sauvés, là, on était partis ensemble, donc on était 4. Okay. Alors, est-ce qu'il y a eu un événement spécifique qui vous a aidé à décider de partir du Vietnam? Parce que moi, je suis un officier militaire. Je suis un professionnel de la santé, okay. Mais vu que le pays est en guerre, donc tous les hommes sont mobilisés. Okay. Donc, on doit servir le pays. Donc, à ce moment-là, j'étais un officier de grade de commandant, médecin commandant. Okay. Et puis, le 28, l'armée du Nord a lancé des roquettes à l'aéroport Tân Sơn Nhất. C'est le seul aéroport de la capitale. Et puis, je vois que la chute est proche. Et puis, avec mon frère, on a eu une information qu'il y a une flotte de la marine vietnamienne qui vont quitter le quai de Saigon pour se diriger vers la base américaine aux Philippines. Okay. Et puis, la femme de mon frère a une sœur qui est mariée à un vice-amiral de la flotte de la navale vietnamienne. Et puis, on a cette information-là qu'il y a un convoi des bateaux de guerre qui vont quitter le quai de Saigon pour se diriger vers les Philippines. Okay. Et puis, on était toute la famille, le 29, là, on était rentrés là-dedans. Et puis, c'était vers 5 heures du 29 avril que l'ambassade américaine commence à évacuer. Ils ont fait venir à peu près une trentaine d'hélicoptères pour se poser sur le toit de l'ambassade et puis évacuer les proches, les Vietnamiens qui ont travaillé avec eux pour aller à la mer. Et puis, à ce moment-là, j'étais dans le chantier naval de l'armée vietnamienne. Mais on n'a pas encore l'autorité de monter sur les bateaux, donc on doit attendre. C'était vers 6 heures du soir que la porte était ouverte. À ce moment-là, j'ai perdu liaison avec mon frère. Je ne sais plus, parce qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Et la gare, à ce moment-là, ils ont commencé à tirer parce qu'il y a trop de monde. C'est la panique, là. En voyant que l'Américaine évacue le personnel de l'ambassade américaine, dit que on voit que c'est l'agonie de Saigon. Là. Et puis les soldats de guerre commencent à tirer partout. Puis j'étais entré dans le chantier naval. Il y a beaucoup de bateaux, mais je ne sais pas lequel. Et puis j'ai vu un grand bateau. Et puis j'ai vu là-dessus, il y a déjà
300 ou 400 personnes sur ce bateau-là. Peut-être les membres de la famille des marins ou des officiers marins, je ne sais pas. J'essaie de monter sur ce bateau-là. Je ne sais plus où mon frère où il était. On a perdu le contact. Et à ce moment-là, j'ai assisté à un drame. Que chaque année, à l'arrivée du 30 avril, ça me revient souvent ce drame-là. Pour monter sur ce bateau-là, il y a juste une planche. Okay. Et puis un cordon pour tenir comme ça. Okay. Et puis on en fait le fil pour monter. Avant moi, il y a une dame qui portait un petit bébé dans le dos, puis elle tient à la main un petit garçon à peu près 5 ans. Et moi, je tenais mon bébé à droite, un sac dans le dos, c'est tout ce que j'ai, un petit sac. Et puis je le tiens la main avec le cordon. Et puis on monte. À ce moment-là, il y a un homme sur le bateau qui prend le chemin inverse. Je ne sais pas. Peut-être il a bousculé, l'enfant a glissé et est tombé dans l'eau. Poup. Et sa mère n'avance plus. Elle pleurait et criait « Sauvez mon fils, sauvez mon fils ». Mais personne ne peut le faire parce que c'est très haut. Et puis, moi, je sentais en arrière, ma femme derrière moi, et les gens commençaient à bousculer. Mais si on n'avance pas, on va tout tomber dans l'eau, là. Et c'est mortel. Et j'ai crié à la dame, avancez, avancez. Et j'ai donné des coups de genoux là, pour la faire monter dans le bateau. Et elle est tombée dans la passerelle, et puis elle regarde toujours dans l'eau en pleurant. Ça, c'est cette image-là, là. Ça revient à moi chaque année. C'est difficile. C'est très difficile. Et puis, sur le bateau, on ne sait pas quand partir. Et puis, j'ai appris à travers un officier de la marine que ce bateau-là est en période de maintenance, grande maintenance. Et d'habitude, ce bateau-là transportait à peu près 400 soldats. À ce moment-là, on était déjà 700 ou 800 là-dessus. Les petits bateaux, ils grippent autour et puis ils montent. Et puis l'officier m'a dit qu'on est en train de remplacer un moteur. On ne sait pas s'il va marcher. Ce n'est que vers 1h du matin, c'est-à-dire 1h du matin du 30 avril, que le moteur est placé et puis il fait fonctionner et ça marche. Puis il commence à quitter, à rouler à 2 ou 3 nœuds. Ce n'est pas beaucoup. D'habitude, un bateau comme ça, il roule à 7 ou 8 nœuds, à 2 nœuds. C'est à ce moment-là que l'armée du Nord commence à attaquer la base de Niabé, c'est-à-dire une base où on a des réservoirs d'essence. Il commence à attaquer. Et j'étais sur le bateau regardant des boules de feu qui montent avec des coups de feu, tout ça. À ce moment-là, j'ai pensé aux soldats du Sud qui sont encore là, qui vont lutter là, désespérément. C'est la fin. Et puis on a passé toute la nuit sur la rivière jusqu'au 30 avril le matin. À 10 heures, on a entendu à la radio que le président Minh, le dernier président d'un jour, là, fait un appel pour que l'armée du Sud dépose les armes, se rend à 10 heures du matin. On était encore sur le fleuve. Et puis, au 1er mai, c'est-à-dire toute la journée comme ça, on est arrivé à Vũng Tàu, c'est-à-dire le Cap Saint-Jacques. Ça, c'est un spectacle terrible. Il y a des centaines de bateaux sans capitaine, okay, qui tournent la même mer comme ça. Des centaines. Et puis le capitaine du bateau, il ne sait plus où aller. Une chance, il y a un officier de la marine qui a entendu dire que si on s'en va à l'île Pulo Condor, où les Français ont construit ça pour la prison, là, peut-être il y a la flotte américaine qui nous attend. Il a entendu dire ça. Ouais, le capitaine a mis le cap là-dessus, on était arrivé. Et c'était vrai.
arrivé à l'île pour le Condor, on a vu déjà flotter le drapeau communiste. Et puis, on va vers la direction qu'on appelle les eaux internationales. Et puis, j'ai vu des centaines de bateaux américains à l'horizon. De gauche à droite, des centaines qui nous attendaient. Et puis, on a lancé, on appelle un SOS, tout ça, là. Et puis, ils nous envoient un bateau avec un infirmier, donner un petit peu d'eau, tout ça. Mais ils ne nous laissent pas monter sur le bateau. Non. Et puis, j'ai entendu dire par le capitaine du bateau, dire qu'avec les autres bateaux vietnamiens qui restent, là, ils ont formé un convoi, et puis ils vont nous escorter jusqu'aux Philippines pour rendre ces bateaux-là à l'armée américaine. Okay? Donc, on était là-bas, et puis comme notre bateau est le plus gros, là, à ce moment-là, il y a 1500 là-dessus. On peut se tenir debout. D'habitude, ils transportent 400 soldats, maintenant c'est 1000. Et puis, ils nous escortent jusqu'à la Subic base américaine. Et là, un souvenir plus ou moins dramatique pour nous autres. Arrivé au port des Philippines, le gouvernement philippin nous donnait l'ordre de baisser notre drapeau. Parce que le gouvernement philippin a reconnu le nouveau gouvernement communiste. Donc, il faut baisser notre drapeau. Et c'est pour la première fois qu'on salue le drapeau, non pas pour le monter, mais pour le baisser. Et des milliers de personnes là-bas pleuraient en chantant l'hymne national pour la dernière fois. Arrivé à Subic Base, ils nous ont transférés dans un bateau marchand. Et puis de là, ils nous ont amenés à la base américaine à l'île de Guam. De Guam. Ça prend 2 jours, 3 jours, je ne me rappelle plus. Arrivé à Guam, on voyait des milliers de tentes qui ont déjà construit. Et sur les boîtes de conserve, il marque Opération Vietnam. Donc, tout est prévu. Tout est prévu. Tout est prévu. Des milliers de tentes là-dessus, sur le matin. Une fois là-bas, je cherche le bureau de l'immigration. Moi, j'ai l'intention d'aller au Canada et particulièrement à Québec, pour 2 raisons. La première raison, parce que j'ai 2 frères qui étudient à Montréal à ce moment-là, à l'école, à l'Université Polytechnique. Donc, j'ai dit, mais je vais choisir. Deuxième chose, parce que moi, je parle mieux le français que l'anglais. Il y a un petit troisième cause, peut-être, j'ai un petit peu écœuré des Américains. Donc, je n'ai pas choisi l'Amérique à ce moment-là. Je les appelais nos amis d'hier, pas aujourd'hui. Est-ce que je peux vous demander, oui. Avant votre départ, oui. Est-ce que vous avez eu la chance, vous et votre famille, de vous préparer pour votre voyage? Non. Non. C'était subit. D'un petit coup comme ça, parce que je suis au courant de rien. C'est juste que quand mon frère m'a dit qu'il y a une information, qu'il y a un convoi des bateaux vietnamiens qui quittent, là, oui. Il dit, mais moi, mon frère m'a dit, je vais partir, si tu veux partir avec moi, pars avec moi. C'est tout à fait imprévu. Donc, tout ce que j'ai apporté avec moi, un petit sac, c'est tout. Rien. Et puis, il y a mon dernier salaire d'officier, de médecin, là, je l'ai changé et ça m'a donné $20. $20 US dans ma poche. C'est tout ce que j'ai à ce moment. Okay. Oui. Et puis, à Guam, j'ai cherché le bureau d'immigration. J'ai trouvé le bureau d'immigration du Canada. Et puis, j'ai eu une entrevue un petit peu stressante. Quand je me présentais là-bas, j'ai donné ma carte d'identité. C'est une carte où j'étais en tenue militaire. Le monsieur de l'immigration m'a dit le Canada accueille seulement les civils, pas les militaires.
je lui ai dit, mais notre pays est en guerre, donc tous les hommes sont sous le drapeau. Donc, si vous demandez des civils, il n'y a que des personnes âgées et puis des adolescents. Et puis, il m'a demandé c'est quoi ma profession. J'ai dit que je suis médecin. Et il m'a répondu, le Canada ne manque pas de médecins. Si vous demandez l'asile au Canada, c'est possible que vous ne pourriez pas repratiquer. Je lui ai répondu, moi, je fais tout pour étudier, passer l'examen, de toute manière pour essayer de reprendre ma profession. Mais si je n'arrive pas à exercer ma profession, au moins, je pourrais vivre dans un pays libre. C'est pour cette raison que j'ai quitté mon pays. Après ça, il ne m'a posé plus de questions. Il commence à faire des papiers, le nom de ma femme, mon bébé, et puis ma nièce, tout ça. Et puis il m'a demandé, vous allez chaque jour venir ici surveiller sur la liste pour voir si votre famille figure sur la liste des réfugiés qui vont être acceptés par l'immigration canadienne. Et puis je pense, après, chaque jour, j'étais là, allé pour le voir. Et puis, vers le 3e ou 4e jour, je pense, j'ai vu la liste où figurait ma famille. Et puis, sur la liste, dit qu'on va partir pour le Canada dans 2 jours. 2 jours? 2 jours. Okay. Et puis, c'était les 2 premiers avions. Je me rappelle bien, c'était des avions civils, c'est le Nordair, je me rappelle, le Nordair. J'étais sur l'un des 2 avions. Et j'étais arrivé ici, si je me rappelle bien, entre le 15 ou le 18 mai 1975. Donc, j'ai quitté le 29 avril. J'étais arrivé à Montréal le 15 ou le 18, je ne me rappelle plus, à Montréal. Okay. Voilà. Alors, ça veut dire que vous avez passé du temps seulement à Guam? À Guam. À partir de Guam? Une nuit à Subic Bay. Ouais, aux Philippines. D'accord. Et puis même à peu près une semaine à l'île de Guam. Voilà. Et puis directement à Montréal. Okay. J'étais chanceux. Arrivé à Montréal, j'étais logé à l'hôtel Pile. Maintenant, ça a été détruit, je pense. Oui. Je n'ai pas resté longtemps. Je suis resté à peu près quelques jours. Après ça, c'est mon frère qui me dit, mais allez chez moi. Mais lui, il a un petit logement parce que c'est un étudiant. Hein, chez moi. J'ai passé chez lui quelques jours. Après ça, le centre de travail de l'immigration nous a appelés. Et dit maintenant, il faut trouver du travail. Hein. On vous a déjà supporté, au moins trouver un travail. Je suis d'accord que vous pouvez continuer à étudier pour repasser vos examens, mais au moins travailler, et puis on va vous supporter ce qui reste. Je dis, mais je ne sais pas, mais présentez-moi un travail que je pourrais accepter. Et puis, l'agent du centre de travail de l'immigration m'a proposé un poste à temps partiel, de préposé aux malades à l'hôpital psychiatrique, à ce moment-là appelé Saint-Jean-de-Dieu. Okay. Maintenant, c'est Hippolyte Lafontaine. Je suis d'accord. Donc, j'ai fait un travail partiel, appartenant à une équipe volant le soir. Je pense 2 ou 3 nuits par semaine, avec un salaire. Ma femme, à ce moment-là, elle commence à travailler comme apprentie de coiffure, je suis comme ça. Et puis... Je voudrais vous demander, au moment que vous êtes arrivé à Montréal, comment avez-vous été accueilli? C'était quoi votre expérience? À ce moment-là, mon frère fait une partie du comité d'accueil des étudiants ici qui nous reçoivent. Okay. Donc, une personne allait à l'aéroport, accompagner nous, tout ça.
Donc, il y a un comité des étudiants vietnamiens ici qui est formé pour nous aider. Okay. Donc, j'ai accepté le poste de préposé aux bénéficiaires des malades. Il y a une petite anecdote assez amusante. À ce moment-là, le directeur, c'était Dr Denis Lazure, qui après, c'est le ministre des Affaires sociales du gouvernement de M. René Lévesque. À ce moment-là, il était directeur de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Et puis, apprenant que nous étions un groupe d'à peu près 10 médecins, je pense, qui travaillaient là-bas, puis il voulait nous aider. Il demandait au syndicat des infirmiers là, de nous accorder un statut d'infirmier auxiliaire. Parce que moi, je travaillais là-bas avec salaire minimum. Le salaire minimum à ce moment-là, je me rappelle bien, c'est $2,08. $2,08, c'est comme salaire minimum. Et puis, si on accepte un statut d'infirmier auxiliaire, mon salaire, ce sera $4,40, quelque chose. C'est bien. Mais le syndicat a refusé. Il dit que ça crée un précédent. Donc, Dr Denis Lazure a une très bonne intention pour nous autres, mais ça n'a pas réussi. Donc, on continue avec $2,08. J'ai travaillé là pendant un an. Est-ce que votre épouse a trouvé un emploi? Ah oui, comme apprenti de coiffure. C'est à ce moment-là que le Collège des médecins nous a beaucoup aidés. Ouais. On était 80 médecins à Montréal en 1975. Et on a formé une association provisoire des médecins vietnamiens au Canada. Et bien, moi, je fais partie du comité exécutif là, comme secrétaire. Et j'ai demandé à mon frère là, de taper, mais on n'a pas de machine à ce moment-là, de faire une liste de tous les médecins vietnamiens à Montréal. On était 80 et j'ai envoyé ça au Collège des médecins. Puis ils nous ont contactés. Ce n'est qu'au début de 1976, c'est-à-dire 7 ou 8 mois après, le Collège des médecins nous a annoncé qu'il va nous donner un cours de formation pour 3 mois, je me rappelle bien, pour nous familiariser un petit peu à la médecine d'ici. C'était vrai, parce qu'il dit que chez nous, c'est un pays tropical, donc il y a le paludisme, la fièvre typhoïde, tout ça, mais ici, ça n'existe pas. Mais par contre, les maladies des pays riches, peut-être, le diabète, l'hypertension, les problèmes cardiaques, tout ça. Et après 3 mois de formation, le Collège des médecins annonce qu'il va organiser un examen. Si on réussit à cet examen-là, on a le droit de demander un poste d'internat rotatoire dans les 4 universités. Ils ont organisé l'examen sur 80 médecins qui étaient à ce moment-là à Montréal. 40 ont réussi l'examen, donc 50%. Et puis, moi, j'étais parmi les 40 qui ont réussi. Donc, une chance. Et puis, après ça, le Collège des médecins nous envoie une lettre disant que cette année, les 4 universités n'ont que 20 postes d'internat disponibles. Donc, sur les 40 qui ont réussi l'examen, il y a juste 20 places pour les 4 universités. Donc, j'étais un parmi les 20 qui ont été choisis. Ils ont dit qu'ils ont choisi par hasard, mais je ne sais pas sur quelle base là-dessus, là, mais il y en a 20. Et puis, moi, j'étais référé à l'université de Sherbrooke. On était 5 à Sherbrooke. C'était au mois de juillet, je pense. Et quand on était à Sherbrooke, le directeur des études de Sherbrooke dit que vous êtes 5, mais on n'a que 4 places. Donc il y a un qui n'est pas là. Et puis je suis parmi un des 4 aussi, donc j'étais encore chanceux.
J'ai passé assez bien mon internat rotatoire pendant 12 mois. Et puis, pour avoir le droit de pratique, je dois repasser l'examen qu'on appelle le NMCC. C'est la licence du Conseil médical du Canada pour avoir la pratique. J'ai passé l'examen, j'ai réussi les deux parties, A et B. J'ai dû aussi passer un examen de la langue française, parce qu'à Québec, il faut, avec le gouvernement de M. Lévesque à ce moment-là, il y a la loi C1, donc il faut bien parler français. Donc j'ai passé l'examen du français, qui n'était pas beaucoup de problèmes. Il m'a donné le résultat tout de suite, j'ai été accepté. Je vous montre un petit peu ici, là, comme souvenir. Là. Ici, c'est la licence du Conseil de médecins du Canada en 1977. Et ça permet de pratique pour que je peux. Ah oui, d'accord. Avec ça, j'ai le droit de pratiquer en 1977. Donc, il faut dire que je suis parmi les plus chanceux. Arrivé ici en mai 1975 et en septembre 1977, j'étais déjà sur le marché du travail. Donc, il faut dire que j'ai chanceux. Mais j'ai d'autres confrères, d'autres collègues après qui ont beaucoup de difficultés. Ceux qui venaient après, quelques années après, pour avoir réussi à l'examen, avoir un poste d'internat, et puis réussir l'examen de pratique, beaucoup de difficultés après. Donc, avant d'arriver au Canada, vous aviez déjà une bonne maîtrise de la langue française? Oui, ben, chez nous, là, il y a deux sortes d'enseignement. L'enseignement gouvernemental, c'est gratuit, mais c'est en vietnamien. Okay. Et puis, un enseignement privé, mais ce n'est pas gratuit, il faut payer. Okay. Et moi, j'ai passé mon primaire et mon secondaire dans l'Institut de la Providence. C'était enseigné par les pères, les prêtres. Okay. Donc j'ai une formation en français, en primaire, en secondaire et à l'université. À l'université, à ce moment-là, même les Français n'étaient plus là, mais la médecine, c'était toujours enseigné en français. Okay. Après ça a été enseigné en anglais et puis en vietnamien après. Mais de mon temps, en 63 à 65, c'était enseigné en français. Donc, pour cette raison, je maîtrise plus le français que l'anglais. Est-ce que votre épouse avait une maîtrise de la langue française? Elle, c'est juste, elle a fini son secondaire. Elle parle bien français, là, okay. Mais elle n'a pas de diplôme universitaire. Okay. Il n'y a pas de diplôme universitaire. Elle était quand même confortable. Oui, confortable. Ouais. Pour cette raison, c'est pour cette raison que nous avons choisi le Québec à cause de ça. Okay. Parce que moi, je me suis dit que si tu maîtrises la langue d'un pays, c'est mieux l'intégration. Oui, d'accord. Parce que la langue, des fois, c'est difficile. Si tu parles, on ne comprend pas. Et puis, on te parle, tu ne comprends pas. Donc, c'est difficile de trouver du travail et tout ça. Pour cette raison, j'ai choisi le Québec à cause de ça. Au début, j'ai hésité un petit peu entre la France et le Québec. Mais j'ai entendu dire qu'à la France, le niveau de vie n'est pas tellement haut. Donc, pour cette raison-là, parce que si j'ai choisi la France, j'ai le droit de pratique. On reconnaît mon diplôme tout de suite. Pas besoin de passer l'examen comme ici. Mais j'ai choisi le Québec et je pense que j'ai fait un bon choix. Alors, vous avez poursuivi une carrière en médecine. Oui. Et est-ce que vous avez pris la retraite à un moment donné? De 77 à 81, je pense, j'ai travaillé dans CLSC, un centre local de santé communautaire. Okay. Je ne sais pas, j'étais là. Après un mois, le directeur du CLSC m'a nommé coordonnateur du module de la santé. J'ai accepté et puis j'ai travaillé pendant 5 ans. Après ça, j'étais parti en pratique privée dans un bureau.
OK. Et j'ai pris ma retraite il y a 3 ans. Ah, OK. Il y a 3 ans. En 2016. 2016. Vous aviez un enfant de 3 mois au Oui. moment de votre départ du Vietnam pour venir au Canada. C'est ça. Avez-vous eu d'autres enfants? J'ai eu un deuxième enfant né ici. Lui, c'est un Québécois. Ah, OK. Puis vos enfants, eux, ils ont poursuivi leurs études? Non, ni l'un ni l'autre n'ont pas suivi mon chemin. OK. Un qui est dans la télécommunication, Ah, OK. et un autre, le deuxième, il laisse les études à mi-chemin pour devenir restaurateur. Ah, OK. Associé avec un copain pour ouvrir un restaurant japonais. C'est son goût. Il faut le respecter. D'accord. Pendant votre expérience au Canada, est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps pour vous intégrer au pays? Non, je n'ai pas beaucoup de difficultés. Ah, Juste le fait que j'étais au CLSC, quelques mois après, le directeur m'a nommé coordonnateur du module de la santé, qui travaille avec moi, 2 infirmières, une nutritionniste, une psychologue, et puis 2 autres médecins. Et on s'entend très, très bien, très bien. J'ai donné des conférences même à la population. OK. Parce que peut-être moi, comme je vous ai dit, j'ai un côté, j'écris aussi, je suis un écrivain. OK. Et puis, je fais des poèmes, je suis un poète aussi. Donc, il y a ce côté-là. Donc, j'ai écrit beaucoup de poèmes. J'ai écrit ce livre-là, OK. Médecin du front. Ah, OK. J'étais médecin des troupes parachutistes, des troupes aéroportées de l'armée du Sud. C'est l'élite de l'armée du Sud. Ah, OK. J'étais médecin des parachutistes pendant 7 ans. Et j'ai écrit ce livre-là, Médecin du front. Et j'ai gagné le prix littéraire national avec ce livre-là. Le prix littéraire du Canada? Non, au Vietnam. Au Vietnam. Au Vietnam. OK. J'étais allé au palais présidentiel pour recevoir ce prix-là. Ah, OK. Et c'était réédité maintenant à l'étranger. Maintenant, c'est la 9e édition. Ah, OK. Ce livre-là est choisi, l'un des 20 livres choisis par l'État de Californie comme un livre de référence pour les étudiants qui ont choisi la littérature vietnamienne en langue étrangère. C'est l'un des 20 livres. C'est Médecin du front. Puis ça décrit vos expériences à quelle époque, vers quelles années? Entre 1965 Oui. à 1972. Ah, OK. Bon. Je restais 7 ans dans les troupes parachutistes. Il y a une photo où j'étais en train de porter des petits pour aller sauter. Une autre chose que j'ai fait en 1988. En ce moment-là, vous avez entendu parler des problèmes des boat people, hein, des réfugiés de la mer. En 1988, j'étais volontaire pour participer à une opération de sauvetage de ces boat people, organisée par l'organisation Médecins du Monde, par les Français. Et puis, il y a une autre organisation, Cap en Amour, organisée par les Allemands. Et en 1988, j'étais parti pour 4 semaines sur un bateau de l'Organisation des Médecins du Monde. Et puis, pendant 4 semaines, nous, on a sauvé 327 réfugiés de la mer sur 5 boat people, sur 5 boats. Puis j'ai écrit ce livre, Retour en mer de Chine. Retour en mer de Chine. Donc, alors, ça décrit votre expérience. vous voyez, là, j'étais ici Oui. avec les réfugiés. OK. Je me suis dit, parce que j'étais chanceux, maintenant il faut que je fasse ma part pour aider mes compatriotes. D'accord. Juste pour ça. Donc, j'ai écrit ce livre, donc Retour en mer de Chine. Et puis on a sauvé 327 réfugiés de la mer, sur 5 barcasses. D'accord. Et vous dites que vous avez vécu cette expérience-là pendant une période de 4 semaines? Oui, 4 semaines en mer.
Alors ça décrit qu'est-ce qui C'est s'est passé. c'est ce livre, c'est pour retracer ce qui était passé. Le premier bateau, il y a combien de personnes là-dessus? Il y a un deuxième bateau qui était poursuivi par la garde côtière communiste. Okay. Et puis on était plus vite, on était arrivé avant qu'eux. Et puis on a sauvé, il était à peu près 81 personnes à bord. Okay. Et il y a un ou deux qui ont trop peur, ils ont sauté dans l'eau pour nager vers nous, parce que la garde côtière, il tourne autour avec des mitraillettes là-dessus, des armes automatiques sur le bateau, sur son bateau. Mais quand on a les autres sauvés, les gardes côtières ont s'emparé du bateau, là, c'est un grand voilier. Ça donne beaucoup d'argent. Voilà. C'est une bonne expérience. J'avais que 4 semaines en mer et puis donner un coup de main à mes compatriotes. Est-ce que cette expérience-là a été poursuivie par d'autres à long terme? Ça a commencé en 1979. Okay. Quand j'étais allé, c'était presque 10 ans après, à 80. Okay. Mais c'était fermé à l'an 2000, je pense. Okay. L'an 2000. Parce qu'à ce moment-là, les Américains ont conclu avec le gouvernement communiste un accord pour laisser partir les anciens de l'armée du Sud. Okay. Pour cette raison, il y a de moins en moins de réfugiés armés parce qu'ils ont le droit de partir, de faire de l'application pour partir tranquillement. Donc, et puis le Haut Commissariat de l'Union Unie ont cessé l'activité. Ils ont fermé tous les camps à Bangkok, en Thaïlande, en Indonésie et en Malaisie. Okay. C'était fermé en l'an 2000, je pense. Pendant votre expérience au Canada, avez-vous eu la chance de participer à des associations ou des groupes de Vietnamiens qui ont poursuivi certaines causes? Participer personnellement, non, mais on m'invite souvent à venir assister, des fois comme conférencier, parce que vu l'expérience que j'ai eue et tout ça, conférencier, faire des marches avec eux pour cueillir des fonds. C'est ça, j'ai participé comme ça. Et actuellement, je suis président du Club des écrivains vietnamiens. Le Club des écrivains vietnamiens est un membre du Club des écrivains international. C'est la PEN internationale. Je suis membre comme ça. Et puis, chaque année, on envoie un montant parce que le PEN international a un comité pour des écrivains en prison. Okay. Donc, on fait une cotisation. Des fois, comme je vais le faire bientôt la semaine prochaine, une soirée dansant pour cueillir des fonds pour envoyer un montant à chaque année. Okay. C'est ça que je fais. Je peux vous demander d'élaborer sur votre expérience comme médecin au Canada. Comment avez-vous vécu cette expérience-là? Ouais, c'est une expérience très fructueuse pour moi. Parce qu'il faut dire que quand j'étais arrivé ici en 1975, la médecine que j'appliquais dans mon pays, c'était une médecine de guerre. Des blessés, toujours la chirurgie. J'étais anesthésiste dans mon pays. Et puis, traiter les gens surtout des maladies tropicales. Le paludisme, le choléra, tout ça. Ici, c'est une autre façon. C'est une maladie d'un pays civilisé, bien nourri. Donc, c'est plutôt le diabète, les problèmes cardiaques et surtout les problèmes mentaux. Que nous, quand j'ai fait mes études de médecine là-bas, on n'a pratiquement pas enseigné la psychiatrie. Okay. Donc, c'est comme j'ai appris la psychiatrie ici. Okay. Et puis, c'est un problème sérieux. Donc, c'est très fructueux pour moi. Et puis,
Puis ça va très bien, ça va très bien. Et puis, quand j'ai pris ma retraite, j'ai reçu beaucoup de lettres des patients québécois qui me félicitent. Ça fait chaud au cœur. Oui, d'accord. Et votre expérience au niveau du CLSC, est-ce que c'était une expérience différente? Oui, le CLSC, sur nos aspects de la médecine, c'est plutôt la prévention. Okay. Donc, j'ai donné beaucoup de conférences sur la vieillesse, donner des cours sur la périnatalité, parce que j'ai des infirmières là, qui m'aiment souvent à donner des cours. Et il faut lire beaucoup. Surtout, on me pose des questions de tout ça. Okay. Donc, c'est très bien. Donc, en pratiquant, je suis toujours un éternel étudiant. On apprend tous les jours. Même en retraite, à la retraite, je reçois encore des magasins de médecine. Et j'assiste toujours encore à des conférences en médecine réservées aux médecins retraités. Parce que la médecine, ça évolue très vite. Hein. Si vous n'êtes pas à jour, là, à un moment donné, on a perdu. Mais au moins, on apprend des choses pour nous-mêmes, pour ma famille aussi. Les nouveaux médicaments, les nouvelles recherches et tout ça. Donc, c'est toujours à pointer. Alors, à ce jour, vous êtes invité à participer à des conférences? Oui. Okay. Même j'appartiens aux membres retraités de l'AMOM, c'est-à-dire l'Organisation de médecins de Montréal. Okay. Il y a deux conférences chaque année. Et puis, notre organisation des médecins vietnamiens du Canada, ils ont aussi organisé des conférences. Donc, j'assiste juste pour rafraîchir la mémoire. Je voudrais vous demander, si vous étiez invité par une école secondaire ou par un collège, de venir parler à ces jeunes au sujet de l'expérience, de l'ancienne expérience du Vietnam et l'expérience de quitter son pays natal pour venir au Canada, qu'est-ce que vous voudriez partager avec ces jeunes-là? Moi, en présence de la jeunesse canadienne, j'aimerais leur dire, si on vous parle des réfugiés là, vietnamiens, là, peut-être vous devrez vous demander pourquoi il y a tant de gens qui ont tout laissé et au risque de leur vie, fuient leur pays. Pourquoi? Il faut toujours demander ça. Et je leur répondais parce que sous un régime communiste, il n'y a pas de droit de la personne, il n'y a pas de liberté de religion, d'expression. Et surtout, pour la jeunesse, là, vous n'aurez pas à subir une éducation endoctrinée. C'est ça que je vais leur dire. Êtes-vous toujours en contact avec des gens au Vietnam? Est-ce qu'il y a de la famille ou des amis que vous avez laissés? Il ne me reste pas grand monde au Vietnam. Okay. Il ne reste pas grand monde. Mes parents tous décédés. Tous mes frères sont ici. Donc, et je ne retourne jamais au Vietnam. Non. Même on ferait beaucoup de publicité, que maintenant tout est changé, tout est beau. Mais ça, c'est de face. Tant qu'il n'y a pas de changement de régime, je ne reviendrai jamais. Ça vous intéresse? Jamais, jamais. Avez-vous eu la chance de visiter le Canada? Très peu. Peut-être à Vancouver, à Toronto, quelque part comme ça. Et puis dans quelques... Pas beaucoup. Ma question finale, c'est y a-t-il des choses au sujet de votre expérience que vous voudriez partager, à part de tout ce que vous avez partagé jusqu'à présent? Moi, j'aimerais dire une chose aux Québécois, en particulier, et aux Canadiens en général, que j'apprécie beaucoup leur
leur bon cœur, de grand cœur, D'accord. et nous acceptent. Et ça m'étonne beaucoup, le respect de bénévolat. Ça, c'est formidable. D'accord. Alors, votre expérience, c'est une expérience où vous avez très bien été accueilli par les Québécois. C'est ça. À Exact. Montréal. Exact. Ok. C'est ça que j'ai appris beaucoup. D'accord. Et c'était de même à Sherbrooke. Sherbrooke, c'est ça. D'accord. Bon. Ils ont un esprit de bénévolat formidable, formidable. Encore à ce jour. Mhm. Bon, très bien alors. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.